Une invasion tyrannide ne se résume jamais aux seuls assauts de créatures monstrueuses déferlant sur les lignes ennemies. Elle suit une progression d'une redoutable méthodologie biologique, chaque étape étant conçue pour préparer la suivante, jusqu'à l'absorption totale du monde proie. Dès les premiers signes de l'infestation, les organismes synaptiques coordonnent l'ensemble de la flotte ruche afin d'anéantir toute résistance organisée, tandis que d'innombrables bioformes spécialisées entreprennent de remodeler la planète selon les besoins de l'esprit ruche. L'atmosphère se charge progressivement de toxines, les écosystèmes s'effondrent, les océans et les continents sont dévorés, et la biosphère tout entière est lentement transformée en un immense organisme voué à la consommation. À mesure que la conquête atteint son paroxysme, les nuages de spores qui obscurcissent le ciel deviennent toujours plus denses, jusqu'à masquer la lumière des étoiles. Par millions de milliards, ces particules nauséabondes sont projetées dans les airs par des organismes disperseurs de spores qui saturent l'environnement de miasmes corrosifs, d'acides dévoreurs de chair et de micro-organismes prédateurs issus de la bio-ingénierie de l'esprit de la ruche. L'air devient une arme, chaque inspiration empoisonnant les survivants tandis que la végétation, les réserves d'eau et les infrastructures sont lentement contaminées. Ce bombardement biologique ne vise pas uniquement à exterminer les dernières poches de résistance. C'est un accélérateur de la dissolution de toute matière organique afin d'en faciliter la récolte par les organismes de digestion qui suivent inexorablement les armées de la flotte ruche. Depuis les premiers organismes infiltrés jusqu'à la dispersion finale des spores qui annonce l'ultime phase de la consommation planétaire, chaque étape de l'invasion répond à une logique implacable. Rien n'est laissé au hasard. Chaque créature, chaque arme biologique, chaque mutation n'existe que pour servir un unique objectif, celui de convertir un monde entier en biomasse destinée à nourrir la croissance infinie des tyrannides. Parmi les bioformes chargées de saturer l'atmosphère de toxines et de spores mortels, rares sont celles qui incarnent aussi parfaitement cette guerre biologique que le Venomthrope. Véritable arsenal vivant conçu par l'esprit de la ruche, cette créature ne se contente pas d'accompagner l'avancée des essaims. En vérité, elle transforme le champ de bataille en un environnement où chaque souffle peut devenir une condamnation à mort. Le Venomthrope est une créature malingre dont le corps noueux et les longs membres tentaculaires ruissellent en permanence de sécrétions extraterrestres hautement toxiques. Sous son épaisse carapace se dissimule un complexe réseau de vessies remplis de gaz plus léger que l'air, lui permettant de dériver silencieusement au-dessus du champ de bataille. Il se dirige avec une grâce grotesque en manipulant ses tentacules comme autant de gouvernails organiques, glissant au milieu des combats à la recherche de nouvelles victimes. Ces organes gazeux ne servent toutefois pas uniquement à assurer sa sustentation. Ils constituent également le principal vecteur offensif du Venomthrope, expulsant continuellement d'épais nuages de spores aux teintes jaunâtres et maladives. Ces brumes opaques regorgent de germes prédateurs, de micro-organismes xénobiologiques qui ne manifestent aucune hostilité envers les tyrannides, mais s'attaquent avec une férocité inouïe à toute autre forme de vie, qu'elle soit animale ou végétale. Une simple exposition suffit à provoquer des nausées violentes, des convulsions incontrôlables et une paralysie progressive, laissant les victimes incapables de fuir ou de tenir une arme. Pour ceux qui demeurent prisonniers du nuage plus d'une minute, le sort est déjà scellé. Les germes pénètrent les voies respiratoires, les muqueuses ou la moindre petite plaie ouverte avant d'envahir l'organisme à une vitesse terrifiante. Leur prolifération fulgurante réduit méthodiquement les tissus en une bouillie organique, liquéfiant muscles, organes et vaisseaux sanguins de l'intérieur. Incapables de respirer, les condamnés finissent par se noyer dans les restes liquides de leurs propres viscères, alors que leur corps s'effondre lentement sur le sol. Le Venomthrope s'avance alors sans la moindre précipitation.
Ces tentacules s'enroulent autour des dépouilles encore frémissantes pour en arracher les fragments les plus nutritifs, tandis que ces siphons buccaux aspirent avec avidité la soupe de mucus, de fluides corporels et de tissus dissous produite par l'action de ces spores. Même dans cet acte de prédation, rien n'est laissé au hasard. Chaque parcelle de biomasse récupérée est préservée afin d'être un jour réabsorbée par les fosses digestives de la flotte-ruche, contribuant ainsi au cycle éternel de consommation qui caractérise les tyrannides. Le corps tout entier d'un Venomthrope est une véritable usine biochimique où circulent en permanence d'innombrables toxines, enzymes corrosives et sécrétions xénobiologiques. Si chacune de ces excroissances est potentiellement mortelle, ce sont ces longs tentacules préhensibles qui concentrent les poisons les plus virulents. Enduits d'un mucus visqueux d'une extrême toxicité, ils dissolvent les tissus au moindre contact, provoquant une nécrose si rapide que la chair semble se détacher des os sous l'effet d'une putréfaction instantanée. Les armures organiques ou les combinaisons de protection les plus rudimentaires n'offrent aucune défense suffisante contre de tels composés, qui s'infiltrent par la moindre fissure ou la plus petite plaie. Les victimes qui survivent aux premiers instants de cette agonie ne font que prolonger leur supplice. Les tentacules du Venomthrope s'enroulent autour d'elles avec une précision implacable, les maintenant prisonnières tandis que les toxines continuent de se diffuser dans leur organisme. Très rapidement, leurs muscles cessent de répondre, leur voie respiratoire se contracte et se liquéfie, et leur fonction vitale s'effondre à une vitesse alarmante jusqu'à ce que toute résistance soit réduite au silence. Lorsque le Venomthrope s'est délecté des biomasses les plus riches, il abandonne alors ce qu'il reste aux organismes charognards de la flotte-ruche et poursuit sa lente progression, indifférent aux souffrances qu'il laisse dans son sillage. Si le Venomthrope ne possède ni la puissance d'un Carnifex ni l'agressivité d'une nuée de voraces ou d'Ormagaunt, son importance au sein d'une invasion est pourtant essentielle. Là où les bioformes de première ligne ont pour mission de submerger les défenses ennemies, le Venomthrope mène une sorte de guerre d'usure contre la planète elle-même. Les nuages toxiques qu'il dissémine et les sécrétions qu'il répand contaminent durablement l'environnement, imprégnant les sols, les cours d'eau et la végétation de composés étrangers qui bouleversent les équilibres biologiques de la planète. Les organismes indigènes dépérissent, les chaînes alimentaires s'effondrent et les derniers refuges encore habitables deviennent progressivement irrespirables pour toute forme de vie non tyrannide. Cette corruption de la biosphère n'est pas un sous-produit de l'invasion, c'est une étape délibérée du processus de consommation. En remodelant progressivement l'environnement pour le rendre toujours plus hostile à ses habitants et toujours plus favorable aux bioformes de la flotte-ruche, les Venomthropes participent à la transformation méthodique d'un monde en une ressource biologique entièrement vouée à l'esprit ruche. Lorsque les organismes de digestion entrent finalement en action, la planète a déjà été profondément altérée. Ses écosystèmes sont condamnés, sa résistance biologique brisée, et plus rien ne s'oppose à son absorption totale dans le cycle de consommation des tyrannides. S'il existe une bioforme capable d'incarner à elle seule l'horreur de la guerre biologique menée par les tyrannides, c'est bien le Toxicrène. Cette créature colossale avance pesamment au cœur des combats, son immense silhouette oscillant sous le poids de ses épaisses carapaces, tandis que d'innombrables tentacules fouettent l'air autour d'elle. Chacun de ses pas écrase hommes, fortifications et véhicules légers avec une facilité déconcertante, mais sa puissance physique n'est qu'un aspect secondaire de sa létalité. Sa véritable arme réside dans les gigantesques évents organiques qui parcourent son dos, d'où s'échappent en permanence d'épais nuages de spores toxiques capables de transformer le champ de bataille en un véritable tombeau. Ces émanations pestilentielles sont constituées de milliards d'organismes microscopiques à l'état embryonnaire, chacun animé d'une forme d'instinct prédateur façonné par l'esprit de la ruche. Portés par le vent, ou propulsés en épaisses volutes suffocantes,
les spores recherchent inlassablement toute forme de vie étrangère à la conscience synaptique. Dès qu'elles trouvent un hôte, elles s'attaquent avec une efficacité terrifiante aux défenses naturelles de son organisme, submergeant les systèmes immunitaires les plus robustes avant de s'y multiplier à une vitesse écœurante qui dépasse toute compréhension humaine. Aucun refuge n'offre de véritable protection contre cette contamination. Les spores s'infiltrent dans les conduits des respirateurs, saturent les filtres des masques de protection et exploitent la moindre faiblesse d'un système hermétique. Même les armures énergétiques, pourtant conçues pour préserver leurs porteurs des environnements les plus hostiles, ne constituent pas une garantie absolue face à une telle agression biologique. Nourris par l'humidité et la chaleur du corps de leurs victimes, les spores prolifèrent de manière exponentielle, colonisant les voies respiratoires avant de se répandre dans les tissus et les organes. L'agonie qui s'ensuit est aussi rapide qu'insoutenable. Les tissus se distendent sous la croissance incontrôlée des organismes xénobiologiques. Les organes internes se rompent les uns après les autres et les poumons se remplissent progressivement de sang jusqu'à provoquer une noyade de l'intérieur. Des hémorragies apparaissent bientôt sur l'ensemble du corps, le sang suintant des yeux, de la bouche et jusqu'aux pores de la peau. Pour ceux qui respirent les spores d'un toxicrène, il n'existe aucun traitement connu, aucune intervention médicale capable d'enrayer leur prolifération. Il ne demeure qu'une seule certitude, une mort d'une atrocité telle que même les vétérans les plus aguerris de l'Imperium redoutent la seule évocation de cette bioforme. Les toxicrènes apparaissent généralement lorsque la résistance organisée d'un monde proie commence à vaciller. Après que les premières vagues de Gaunt, de guerriers tyrannides et d'autres organismes d'assaut ont contraint les défenseurs à engager l'essentiel de leurs ressources militaires, ces gigantesques bioformes sont déployées afin d'accélérer l'effondrement de l'écosystème planétaire. Souvent accompagnés de nuées de vénomtropes et d'autres organismes spécialisés dans la guerre biologique, ils participent à la transformation progressive du monde conquis en un environnement toujours plus favorable aux besoins de la flotte ruche. Toutefois, comme pour toutes les bioformes tyrannides, leur emploi demeure entièrement soumis à la volonté de l'esprit de la ruche, qui peut les engager à n'importe quel stade d'une invasion si les circonstances l'exigent. La flotte ruche Gorgone est particulièrement célèbre pour son utilisation intensive de toxicrènes. Fidèle à sa doctrine fondée sur l'adaptation biologique et l'anéantissement méthodique de ses adversaires, elle les emploie souvent dès les premières phases de campagne d'invasion. Les vastes nappes toxiques générées par ces créatures permettent non seulement de perturber les lignes défensives ennemies, mais également de masquer la progression des essaims qui avancent dans leur sillage. Même lorsqu'une invasion est finalement repoussée, les conséquences de leur passage peuvent perdurer pendant des siècles, voire davantage. Plusieurs mondes impériaux ont ainsi dû être placés en quarantaine ou purement abandonnés après avoir subi une contamination environnementale d'une ampleur telle que toute recolonisation s'avérait impossible. Les Tau ont eux aussi payé un lourd tribut face à ces armes vivantes. Confrontés à plusieurs reprises aux ravages causés par les organismes pathogènes du toxicrène, ils ont mobilisé d'importantes ressources de la caste de la Terre afin de développer des contre-mesures adaptées. Leurs efforts se sont toutefois heurtés à la remarquable plasticité biologique des créations de l'esprit ruche. Les micro-organismes produits par les toxicrènes évoluent et se modifient avec une rapidité telle que les traitements ou agents neutralisants efficaces lors d'un affrontement deviennent fréquemment obsolètes au cours du suivant, contraignant les scientifiques à recommencer leurs recherches presque depuis le début. Malgré sa réputation de vecteur de contamination massive, le toxicrène demeure une menace redoutable lorsqu'un adversaire parvient à s'approcher de lui. Ses longs tentacules barbelés balayent le champ de bataille avec une violence capable de broyer un guerrier en armure ou de projeter un combattant à plusieurs mètres. Ceux qui parviennent à entamer son épaisse carapace découvrent rapidement que même sa blessure constitue un danger mortel. Le sang qui jaillit de son organisme est saturé d'acide corrosif
et de composés toxiques extrêmement agressifs, capables de ronger les chairs, de perforer les équipements de protection et de transformer une victoire apparente en condamnation à mort. Parmi les bioformes les plus énigmatiques jamais observées au sein d'une flotte ruche figure le Malanthrope. Sa rareté est telle que son existence ne fut reconnue que très tardivement par les magos biologistes de l'Imperium. Pendant de nombreuses années, les rares témoignages mentionnant cette étrange silhouette lévitant au-dessus des champs de bataille furent écartés, mal interprétés ou attribués à des zoanthropes. Cette confusion s'explique aisément. Le Malanthrope n'accompagne généralement pas les premières vagues d'assaut. Il apparaît une fois la résistance ennemie largement brisée, lorsque les combats touchent à leur terme et que débute la phase de récolte biologique. Peu de témoins survivent assez longtemps pour assister à son œuvre, et lorsqu'une invasion est repoussée avant d'atteindre ce stade, aucun Malanthrope n'est déployé. Ce n'est qu'après la rencontre de l'inquisiteur Bach avec l'une de ces créatures sur Moloch II que l'Ordo Xenos comprit qu'il faisait face à une bioforme jusqu'alors inconnue. Une expédition spécialisée fut rapidement dépêchée afin d'étudier les traces laissées par cet organisme insaisissable. Les observations rapportées au terme de cette mission constituent encore aujourd'hui la principale source d'informations impériales concernant cette espèce, dont de nombreux aspects demeurent encore entourés de mystères. Étroitement apparenté à la bioforme nommée zoanthrope, le Malanthrope est un organisme psychique d'une intelligence exceptionnelle, profondément relié à la conscience de l'esprit ruche. Incapable de se déplacer autrement qu'en utilisant ses prodigieux pouvoirs psychiques, il dérive silencieusement au-dessus du sol dans une immobilité presque irréelle. Cette apparente sérénité contraste avec la fonction qui lui incombe. Là où les bioformes guerrières détruisent, le Malanthrope récolte. Les organismes ennemis, qu'ils soient morts, agonisants ou encore vivants, sont saisis par ces longs tentacules préhensiles avant d'être immobilisés d'un coup de dard. Grâce à ses membres antérieurs étonnamment agiles, la créature introduit ensuite méthodiquement ses victimes dans son appareil buccal afin d'entamer leur assimilation. Le venin injecté par ces tentacules est un cocktail biochimique d'une complexité effroyable, combinant des propriétés neurotoxiques, cardiotoxiques et dermonécrotiques. La douleur qu'il provoque est instantanée, tandis que les fonctions motrices de la victime s'effondrent progressivement jusqu'à une paralysie complète. Incapable de résister, celle-ci est lentement entraînée vers les volumineux sacs organiques qui gonflent le torse du Malanthrope. C'est là que commence sa véritable fonction. Les tissus absorbés ne sont pas digérés. Ils sont raffinés, minutieusement analysés afin d'en extraire le matériel génétique et les informations biologiques qu'ils renferment. Chaque organisme consommé enrichit ainsi les connaissances de l'esprit de la ruche, lui permettant d'étudier les adaptations de ses ennemis et d'affiner, si nécessaire, les futures générations de bioformes. Pour la victime, cette collecte méthodique se traduit par une fin aussi lente qu'atroce, son corps étant réduit à l'état de simple ressource biologique au service de l'évolution incessante des tyrannides. Une fois sa tâche achevée, le Malanthrope rejoint à son tour les organismes de digestion où les précieuses données biologiques qu'il a accumulées sont réintégrées au vaste patrimoine génétique de la flotte ruche. La fonction exacte du Malanthrope demeure toutefois sujette à débat parmi les magos biologis. S'il ne fait aucun doute qu'il participe à la collecte de biomasse, de nombreux spécialistes de l'Adeptus Mechanicus estiment que cette activité n'est qu'un aspect secondaire de son rôle. Les observations accumulées au fil des siècles suggèrent qu'il sélectionnerait avant tout des organismes présentant des caractéristiques génétiques remarquables ou inédites, susceptibles d'enrichir le répertoire évolutif des tyrannides. Chaque campagne victorieuse offrirait ainsi à l'esprit ruche l'occasion d'étudier les adaptations développées par ses adversaires, qu'elles soient d'origine naturelle, artificielle
ou issus de manipulations génétiques précises. Si cette hypothèse est exacte, les implications sont considérables. Les malanthropes constitueraient l'un des principaux vecteurs de l'évolution adaptative des flotte-ruches, permettant à l'esprit de la ruche d'intégrer de nouveaux patrimoines génétiques et d'affiner continuellement la conception de ses propres bioformes. Une telle capacité expliquerait en partie la vitesse avec laquelle les tyrannides développent de nouvelles adaptations face aux stratégies employées contre eux. C'est pourquoi l'Ordoxénos considère désormais toute apparition confirmée d'un malanthrope comme un événement d'une importance capitale. Détruire une telle créature avant qu'elle ne puisse transmettre les informations qu'elle a recueillies est considéré comme l'un des rares moyens de ralentir, ne serait-ce qu'en partie, l'évolution incessante des flotte-ruches. La plupart des civilisations considèrent le ciel comme une promesse de vie, de lumière ou d'espoir. Les tyrannides en ont fait le présage inverse. Lorsque l'horizon disparaît derrière leur nuage de spores, ce n'est pas que la mort qui descend sur un monde, mais une annonce, celle de sa disparition en tant qu'écosystème. Bien avant que les océans ne soient aspirés ou que les dernières cités ne tombent en ruine, la planète commence déjà à oublier ce qu'elle était. Et lorsque les spores finissent par retomber, elles ne laissent derrière elles ni victoire, ni défaite. Seulement le silence d'un monde dont l'identité a été définitivement engloutie par un nuage infini de spores.